j'étais à Londres hier avec la mairie de Londres et cette nuit avec New York pour parler précisément du point que tu as soulevé, c'est à savoir comment est-ce qu'on gère l'urgence, parce qu'on n'a pas le temps de faire des modèles à l'envie, à l'infini. La complexité, on n'arrive pas forcément à la modéliser de manière complète. On a des boucles de rétroaction qu'on ignore pour le moment, on ne sait pas vraiment mesurer l'importance ni la hiérarchie entre biodiversité et climat aujourd'hui, par où ça commence par quel est le point de vulnérabilité le plus fragile, par exemple, entre les deux. De même, est-ce que la dimension sociétale, le stress et la prévalence des maladies, du trouble de l'autisme induit par l'alimentation transformée, est-ce que ça n'a pas en aval un impact sur la capacité de la société à prendre des décisions dans l'intérêt général au moment des consultations démocratiques? Est-ce que ça ne va pas impacter en retour les capacités à justement faire ça? Quand on pose la question, et c'était une question que posait Odile ce matin, comment on organise une consultation dans un sujet d'une complexité pareille et on le voit bien que la question va se poser cette année avec la question du stockage des déchets nucléaires. C'était annoncé hier sur un relance d'une grosse campagne de consultation sur Bure, mais quand on voit le niveau de complication et d'analyse des risques que représente cette option de stockage, il y a très très peu de gens qui sont en fait vraiment compétents pour savoir quelle est la solution adaptée pour des déchets très radioactifs de très longue durée. Mais en même temps, on a un enjeu qui nous concerne tous. Donc c'est aussi, pour moi, un sujet d'interrogation, à savoir comment est-ce qu'on fait pour, se dire on en sait assez pour agir, sans risquer de se tromper de direction, parce que c'est un pari qu'on fait, de dire on en sait assez pour agir et on déroule en masse. Si on déroule en masse une mauvaise stratégie basée sur un diagnostic erroné, on aura fait une grosse bêtise. Et pourtant, comme on n'a pas le temps d'aller tellement plus loin dans l'analyse, il faut agir. Donc ça, c'est une première question. Deuxième, c'est comment est-ce qu'on gère cette transversalité entre du contenu complexe qui requiert de l'expertise et finalement ne réunit que peu de monde, et l'application et l'impact de ce contexte à une échelle distribuée avec plein de monde qui est partie prenante. Et puis aussi une question économique. Comment est-ce qu'on fait une économie à partir de ça? Parce que si on ne construit pas une économie, on n'aura pas de taxes. Si on n'a pas de taxes, on n'a pas de budget. Si on n'a pas de budget, on n'a pas d'intervention publique. Si on n'a pas d'intervention publique, on n'a pas de moyens de compenser les erreurs et les failles du marché. Donc il faut qu'on puisse simultanément agir sur les trois registres. Il faut qu'on puisse mobiliser de manière synchrone les actions menées en France et je le soulignais, tout ça c'est finalement que 2% du total mondial, c'est ce dont on parle à l'échelle française. Donc on a une question de coalition pour un peu resituer le contexte qui réunit ces trois interrogations qui peuvent être peut-être un peu bloquantes quand on voit leur complexité, la difficulté, même l'impossibilité peut-être d'y répondre. Je fais référence à ce qui s'est passé le 12 décembre avec le One Planet Summit. Ça m'a, moi, beaucoup impressionné. J'ai bien aimé que les mots soient clairement dits quand Emmanuel Macron a ouvert le sommet en disant « Nous sommes en train de perdre la bataille du climat ». C'est important, un chef d'État qui reconnaît un échec en public, en mots clairs, et pour qu'il soit entendu. Et c'est pas fréquent. C'est pas fréquent d'entendre quelqu'un en responsabilité dire « On n'y arrive pas, on se plante ». Alors, c'était un peu organisé pour qu'il s'en sorte bien, et il y avait une clôture où, après avoir dit on se plante, il a proposé des solutions. Mais dans les solutions, ce qui est intéressant, c'est la reconnaissance d'une forme de gouvernance pour ces sujets-là, en mode tout azimut. Ce qui sort de ce dispositif, qui était présenté un peu, c'est dommage, comme le sommet de la finance, le One Planet Summit. En fait, non. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'Élysée et à télécharger et lire attentivement le discours de clôture d'Emmanuel Macron, qui porte une vraie vision de gouvernance pour relever ces défis, et il propose de pérenniser en fait le format de ce sommet sous forme de One Planet Coalition. Et qu'est-ce qu'on regarde en fait dans la One Planet Coalition? Qui était présent dans ce sommet? Ça a commencé par
des grandes entreprises qui ont annoncé des objectifs, le Climate Pledge. Il y a eu un sommet de la finance, il y a eu un sommet officiel entre guillemets avec des maires qui se sont exprimés, donc des collectivités locales, il y a eu des acteurs, il y avait eu Sean Penn, il y avait eu bien entendu Schwarzenegger, il y avait Marion Cotillard qui était là, il y avait de la jeunesse qui était présente aussi sous forme d'enfants qui prenaient la parole face au chef d'État. C'était très, très intéressant d'entendre ce dialogue entre les générations futures pour qui finalement les solutions s'adressent, etc., etc. Finalement, on trouvait, et il y avait des philanthropes et il y avait des industriels, on avait un format global. Et ce qui est intéressant ici, et je pense que c'est le sujet qui se présente à l'échelle de Saclay, c'est de dire est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui le moment de faire cette traduction à l'échelle territoriale du format de la coalition du One Planet Summit. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme coalition avant de démarrer la section sur la fresque. Le format coalition me semble finalement riche ici, en disant qu'il y a certains registres qui aujourd'hui peinent à être financés. Tu as parlé des difficultés de couvrir les budgets qui n'étaient pas prévus dans la mise en œuvre du dispositif. Donc, qui va les couvrir? On a aussi des grandes fortunes qui sont sur ce territoire. Si on applique le raisonnement du GIEC, non seulement à la séquestration carbone, mais aussi à la mobilisation de l'épargne, on a des cadres qui ont des livrets d'épargne bien remplis, qui aujourd'hui placent cette épargne vers des produits qui quittent le territoire pour avoir un fonds d'investissement territorial. Il y a des grandes fortunes, ou old money ou new money, qui sont basées là-bas, etc., etc. Donc, on peut retrouver à une échelle territoriale cet équilibre des forces, cette coalition des volontaires, coalition of the willing, qui permettrait de réunir, de mieux se répartir l'effort. Pour moi, c'est une question de répartition d'efforts qui est en jeu aujourd'hui. Il y a quelques mois, il y a des grandes collectivités territoriales du coin qui revoyaient sa politique de grandes orientations à long terme. Et donc, ils avaient invité plein de gens très intéressants et beaucoup de témoignages de beaucoup de choses qui se faisaient de manière intéressante. Et il y avait un des grands chercheurs du LSCE, du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CEA, qui est des principaux laboratoires qui travaillent sur les sciences du climat en France, qui disait bon, mais écoutez, je salue vraiment toutes les initiatives qui ont été présentées, c'est vraiment des projets super intéressants, etc. Mais faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt, toutes les initiatives qui ont été présentées aujourd'hui, au mieux, si vous faites vraiment bien ce que vous faites, on fait 15% d'économie. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'un besoin de 15% d'économie, on parle d'un besoin d'un facteur 4 à horizon 2050. Et il disait, moi-même, très franchement, dans ma vie, alors que je vais au vélo tous les travails le matin, etc., le facteur 4, je ne sais pas comment faire dans ma propre vie. Donc, dans l'aménagement global de la société, c'est juste... on est face à quelque chose qui est juste une inconnue. Voilà, je pense que cet aspect de la mobilisation de la connaissance d'une part et la mobilisation de formes d'intelligence collective, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et de toute façon, si on ne le fait pas, on a du mal à se regarder dans la glace le matin, quoi, en fait. Donc, c'est nécessaire. Après, si c'est pas associé à une manière très profonde de repenser complètement la manière dont on fonctionne, de toute façon, ça va pas suffire. Et de repenser complètement la manière dont on fonctionne, là c'est à titre personnel que je m'exprime, mais je dois dire que moi je pense pas qu'on y arrivera forcément suffisamment vite, etc. pour que ça change. Donc il y a aussi la perspective que il y a sûrement des grands changements et des grands bouleversements qui vont arriver, dont on ne peut pas avoir conscience aujourd'hui. Et donc pour moi, là c'est à titre personnel que je m'exprime, je ne suis pas plus en tant que représentant d'interacité, mais il y a vraiment 3 dimensions dans cet aspect-là. Il y a le fait de changer complètement notre système de valeurs et de peut-être dire oui, on n'est plus dans des logiques forcément de création de valeur telle qu'on la connaît, d'accumulation, parce que ça on sait que c'est des logiques qui, même si elles sont optimisées à leur maximum, on gagnera peut-être quelques pourcents ici et là, mais c'est un système qui ne marche pas. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir se regarder dans la glace le matin et se sentir bien dans sa vie, je pense qu'effectivement on n'a pas d'autre choix que de mobiliser toute la connaissance et toute l'intelligence collective qu'on peut mobiliser, parce qu'on a le sentiment d'essayer de faire ce qu'on peut, et déjà ça c'est pas mal en fait. et la troisième chose, c'est de se préparer au fait que ça va très probablement changer dans des proportions dont on n'a pas conscience et dont on peut pas avoir idée, et c'est juste que, voilà, ce qui était
très frappant quand le chercheur du LSCE a fait sa conclusion, c'est que j'avais l'impression que 70% des gens qui étaient dans la salle ne pouvaient pas entendre ce qu'il disait. Dès qu'il a parlé, les gens se sont mis à parler d'autre chose et n'étaient pas capables d'entendre ce qu'il disait parce que ça faisait trop peur, en fait. Oui, c'est pareil, j'ai commencé moi, sur le... Je sais pas si tu étais là comme... Et c'est un vrai défi. Il y a un terme qu'on n'a pas utilisé dans la journée, c'est la notion de collapsologie. Il y a des auteurs comme Steven C. Servigné qui ont fait des travaux de synthèse de ce qui s'écrit sur ce sujet de l'effondrement. Et c'est un sujet qui est là encore plus glacé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les travaux plus récents qui ont suivi ce premier livre de Steven C. Servigné sur la deuxième loi de la jungle, qui souligne la notion de coopération. Un point important ici, c'est peut-être de s'extraire de l'isolement dans lequel on va aujourd'hui de manière tendancielle. On est dans une société de la privatisation, de l'individualisation, de la marginalisation, de la fragmentation des groupes sociaux, on célèbre l'auto-entrepreneur, mais c'est une façon de détruire finalement le contrat social qui crée des groupes de travailleurs, etc. Donc on va vers une fragmentation extrême. Du coup, dans cette... face à une menace collective, le fait de se dire on est seul par rapport à la menace, c'est aussi une des conditions de l'échec. Et la notion de coopération, elle fait partie de la résilience. Et la résilience, elle est là aussi pour nous dire préparons-nous à construire un système qui peut absorber les chocs. Et on n'est pas sûr d'arriver exactement à la trajectoire qu'on veut, mais si on part avec des principes d'ambition sur l'échelle de temps, sur les ordres de grandeur qu'on cherche à cibler et sur l'éthique collective qu'on cherche à avoir, on a finalement des principes assez simples qui peuvent nous guider plutôt dans la bonne direction, avec l'inconnu qui sera de savoir à quelle vitesse le momentum, la masse critique va pouvoir s'installer. Mais pour moi, il y a une vraie interrogation aussi sur ce sujet-là quand on s'adresse à un public comme le vôtre, principalement des jeunes. Là, je m'adresse à ceux qui sont devant leur ordinateur en train de regarder autre chose. Je fais une pause pour que le message puisse passer de l'un à l'autre. Mais c'est une question que je vous pose. Comment est-ce que vous recevez un message qui comporte pas mal de messages d'alerte? On essaye d'inclure pas mal de messages de solutions également. Mais pour moi, il y a une interrogation au moment de faire une intervention devant un auditoire. Quand j'enseigne à HEC aussi, c'est la même question. C'est dans quelle mesure est-ce qu'il faut pousser le curseur pour ouvrir les yeux sur la prise de conscience de la nature de la menace et la sévérité de la situation. Mais ça peut être un peu trop dur pour vos épaules. Et de l'autre côté, ne pas dire ce message-là, c'est ne pas vous aider à vous préparer à vous battre avec le même niveau d'exigence et le même niveau de conviction face à des choses que vous allez devoir dénoncer, qui ne va pas forcément vous aider à vous mobiliser sur l'innovation et la production de nouvelles solutions pour relever les défis qui sont devant vous. Donc il y a un vrai défi, c'est où mettre le curseur. Est-ce qu'on était trop loin d'un côté ou de l'autre? J'aimerais entendre vos réactions. Moi, suite à votre intervention, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si c'est le curseur qui allait un peu trop loin, mais ça m'a donné l'impression d'une sorte de dictature un peu douce qui allait se mettre en place pour devoir gérer le comportement des gens. Et ça me pose la question un petit peu justement de jusqu'à où on va gérer la vie des gens pour devoir répondre à cette nécessité qui est urgente de cette problématique-là. Si on voit la façon dont la Chine opère, il y a une police du climat. Il y a un Big Brother qui va donner un crédit social à un individu. On peut penser qu'un individu qui a un comportement très émetteur en carbone, il va avoir une mauvaise note sur son crédit social et il va avoir du mal de plus en plus à trouver un poste dans l'administration et puis il va avoir peut-être du mal à avoir des bons de rationnement quand il faudra avoir des bons de rationnement, etc. Donc il y a ce scénario Big Brother plus ou moins dictatorial, il existe. En fait, il est déjà en œuvre.
La question, c'est comment est-ce qu'on en minimise l'aspect contraignant, coercitif, dangereux, liberticide et sinistre. C'est justement si on arrive à inventer d'autres moments, façons de mobiliser le collectif, de créer la coopération, de donner envie de faire autre chose. Si on est patient au point d'être passif devant une menace qui est en mode d'accélération, de toute façon, les problèmes ils vont s'imposer à nous. Hein. Là, ça sera une dictature biologique parce qu'il n'y aura pas assez à bouffer pour les uns les autres. Et du coup, on aura beau avoir des gens qui auront planté leur lopin de terre pour faire de l'agriculture de proximité, ils auront pensé à leur alimentation, mais ils vont se faire piller leur récolte par les gens qui auront faim à côté et qui n'auront pas prévu ça, qui passeront de Lidl au champ du voisin. Il y a vraiment un aspect de... moi, de plus en plus, j'ai l'impression que ce qui ne pourra pas être repris, enfin, les solutions technologiques, on peut se tromper, et c'est très intéressant quand on a commencé à travailler sur la compensation carbone. La première idée qu'on a dit, c'est ah bah oui, on a un agriculteur qui va passer en agriculture bio, on va faire la compensation carbone avec ça, sauf que pas de bol. On travaille avec des chercheurs de l'INRA sur ces questions-là pour être sûr que les pratiques agronomiques soient, que les études soient impeccables, parce que c'est le GIEC derrière, et que du coup, si on fait mal la compensation carbone du GIEC, vous imaginez tous les impacts que ça peut avoir derrière. Donc, et en fait, pas de chance, quand vous passez en agriculture biologique, vous décaissez du carbone pendant plusieurs années. Donc ça marchait pas. Donc c'était contre-intuitif. Donc on s'est dit, bon ben voilà, ça marche pas. Donc on sait que sur les solutions technologiques, ça c'était évident dès le départ, il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles même, vous avez sûrement entendu parler des initiatives 4 pour 1000 qui ont été lancées par Stéphane Le Foll, etc. Aujourd'hui, dans la communauté scientifique, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça, parce qu'ils se sont rendus compte que si on arrive à un taux de saturation de carbone, en fait on peut avoir des réémissions derrière de CH4 qui font que, au final, le bilan n'est peut-être pas si positif que ça. Donc, les solutions technologiques, on sait qu'il y a toujours le risque qu'on se trompe et qu'on voit des boucles de récupération qu'on n'a pas prévues au départ. Par contre, l'investissement, moi, ce que j'ai vécu des choses aujourd'hui, c'est que l'investissement dans les communautés humaines, ça, j'ai l'impression que si on a donné confiance aux gens qui pouvaient travailler ensemble, etc., ben ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprendre derrière. Et que même si les gens sont pris dans des modèles de pensée aujourd'hui ou des modèles de faire, etc., qui font qu'ils vont continuer à se comporter peut-être d'une autre manière, ils auront eu des expériences de collaboration, ils auront eu des expériences de faire les choses avec des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de faire, etc., qui va peut-être faire que mais ça va leur permettre d'être plus... voilà, donc c'est pas l'un ou l'autre, pour moi c'est les deux en même temps, et ça, par rapport à la question que vous posiez, c'est quand on apprend à faire ensemble... c'est justement, c'est cette idée, on décide ensemble, on est face à un truc et on décide ensemble comment on s'organise pour y répondre, quoi. Et il y a un moment où le niveau de contrainte, il est quand même là. Enfin, je veux dire, si on n'accepte pas d'y faire face et si on reste dans des phases de déni, il y a de toute façon un moment où... Il y a aussi peut-être le double effet qui se coule. C'est-à-dire que le fait de se dire qu'on va être à plusieurs pour relever le défi, ça amène à créer un sentiment d'appartenance à un groupe qui permet ensuite de déclencher de la confiance, et c'est plus facile d'envisager le prêt d'une perceuse au voisin, le partage d'une voiture avec la voisine, etc. quand on a créé ce socle de relations sociales qui fait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent apparaître comme des contraintes parce que la norme, c'est le comportement individuel dans les conditions de marché, avec éventuellement la livraison par drone d'un truc commandé sur Internet pour avoir l'usage dans l'heure qui vient. Si on a investi ici dans la proposition qui est faite sur la fabrique sociale, sur des liens de proximité, sur de la confiance et du partage et de l'entraide réciproque, il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Bien entendu, le groupe va se dire c'est complètement idiot, on a 8 voitures, on est 12 personnes et on a besoin que d'une. Donc du coup, autant investir ensuite sur un groupe de 15 groupes de 12 personnes qui vont se dire en fait, nous tous, on a peut-être de quoi créer 2 postes de garagistes pour démanteler les 90% des voitures qu'on va plus utiliser, puis on va faire autre chose avec cette matière première qu'on va pas avoir besoin d'extraire, etc. Et ce qui apparaît aujourd'hui comme une utopie ou comme une contrainte, demain ça devient simplement une opportunité et une logique. Donc il y a aussi un changement de regard qui va venir, la façon dont on va s'organiser, dont on va progresser sur la trajectoire. La question qui se pose, c'est l'acceptabilité sociale de certains comportements. Là, on peut vraiment se poser la question du regard qu'on porte sur, par exemple, le post qu'on a tous lu sur Internet de nos copains qui étaient au ski, ou l'un ou les autres qui y étaient, ou qui sont partis au soleil en avion, etc.
est-ce que c'est cool ou est-ce que c'est pas cool? Ça, c'est une question plus difficile, parce que jusqu'où est-ce qu'on va, nous, dans notre propre évolution de comportement, pour nous aligner avec cette trajectoire? Jusqu'où on va? Jusqu'au Camille, là, qui se retrouve à l'extrême droite tout en vert. Et c'est intéressant, justement, d'avoir, dans cette schématisation, pour répondre à la question initiale, qui était de positionner les plus militants à l'extrême droite. C'est pas par hasard, complètement, qu'on a mis comme ça, parce que c'est une interrogation. Pendant 1 an et demi, 2 ans, ça m'a vraiment fait flipper ces histoires-là. Et puis à un moment, intérieurement, j'ai accepté que, de toute façon, je pouvais faire ce que je peux faire moi, et je peux faire du maximum que je veux, mais je suis quand même venu en voiture à l'école du paysage aujourd'hui, parce que sinon ça passait pas dans la journée. Mais après, il y a un moment où j'ai décidé que de toute façon, si j'étais triste et désespéré, ça changerait pas grand-chose, et qu'il valait mieux que j'essaye d'être heureux avec ça, et en fait, je me sens quand même vraiment relativement heureux dans mon existence. Et du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que au-delà de ces considérations-là, ce que je voudrais dire, c'est, je pense que ce qui est important, c'est qu'on essaye tous individuellement d'être heureux, parce que si on est heureux, on va avoir envie d'aider les autres, et on va avoir envie de faire des choses positives. Et du coup, et par contre, d'essayer de trouver un bonheur qui n'est pas forcément un bonheur qui va dépendre de la voiture que vous avez, etc. Parce que ça, on sait que ça va changer. Mais si vous essayez de votre mieux d'apprendre à trouver des sources de bonheur pour vous qui ne sont pas liées justement à ce que vous possédez, etc., ça, c'est peut-être la plus grande force qui peut être utile dans les temps qui viennent. Je n'avais pas du tout prévu ça dans mon intervention, mais ça me paraît... Ça conclut pas mal, donc voilà. Merci. Merci à vous.